Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver nombreux tous les mardis à 21h sur Télé Africa dans le cadre de votre rendez-vous 21h, le grand rendez-vous. L'actualité au Gabon dominée évidemment par les suites de l'opération de déguerpissement des populations dans la vallée Sainte-Marie, une opération initiée il y a quelques jours en faisant couler encre et salive. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été à 2 reprises sur le terrain au contact des populations, celles dont les habitations ont été détruites, et pour donner un visage humain à sa politique, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu au palais de la présidence de la République un collectif de ces populations afin de pouvoir communiquer sur l'imminence de la mise en relief des mesures d'accompagnement de l'État qui devraient donc se pencher davantage au chevet de ces populations. C'est le point premier de cette émission. Le second point, lui, sera consacré à la politique, à la faveur de l'interprétation qu'on se fait du point 3 de l'article 82 du Code électoral. Le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a-t-il le droit de pouvoir créer un parti politique? Peut-il adhérer à un parti politique alors qu'il a été élu en tant qu'indépendant le 12 avril dernier par les populations gabonaises? Évidemment qu'à travers ce deuxième point, on évoque là l'organisation jumelée des élections législatives, les élections donc des députés à l'Assemblée nationale et les élections locales qui auront lieu au mois de septembre prochain. Et pour mettre le marqueur sur ces deux faits majeurs qui font l'actualité au Gabon, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marcel Libama en sa qualité de député de l'Assemblée nationale de la transition. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également sur le plateau Alain Mangouadi. Lui, il est membre du bureau provisoire du Parti national pour le travail et le progrès. Monsieur Mangouadi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et il y a évidemment sur le plateau, évidemment, puisqu'il est régulier justement sur les plateaux de Télé Africa, Pascal Koulou, acteur politique. Monsieur Koulou, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table pour qu'une fois de plus nous puissions décrypter l'actualité abondante dans notre pays. Avant d'aller dans le vif du sujet, ce qui concerne donc ce premier point en rapport avec la suite de l'opération de déguerpissement des populations dans la vallée Sainte-Marie, la rubrique reportage. Et ce reportage, signé de nos confrères de la presse présidentielle, ce 16 juin 2025, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a donc reçu un collectif des populations déguerpies de la vallée Sainte-Marie. Il a tenu à échanger avec ces Gabonais afin de les rassurer sur la prise en charge de l'État d'un ensemble de mesures d'accompagnement qui devraient pouvoir soulager ses compatriotes. Le point. La situation de Plein-Oriti et derrière l'Assemblée est un dossier prioritaire pour le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'on constate malheureusement l'occupation illégale de ce domaine public par certaines populations, tandis que d'autres détiennent des titres fonciers. La présente rencontre est une étape importante dans ce défi où l'on doit trouver l'équilibre entre les impératifs de développement urbain durable et les besoins des populations. Un groupe de travail a été mis en place qui travaillera avec les différents représentants des personnes déguerpies et au bout du travail du groupe de la commission, on rendra compte à M. le Président de la République de ce que nous aurons constaté sur le terrain, des propositions que nous aurons faites. La commission mixte, qui sera supervisée par le vice-président de la République, traduit la détermination du chef de l'État à trouver des solutions justes et équitables pour toutes les parties concernées. Le président nous a reçus, il a eu une oreille attentive par rapport à la situation que nous traversons. Et donc, dans l'immédiat, proposition a été faite de créer une commission qui va réfléchir et surtout, puisque les casses ont déjà eu lieu, procéder à l'identification des populations qui ont été impactées. À la suite de cela, un certain nombre de mesures vont être prises. Cette commission qui réunira les autorités locales et les populations permettra également d'examiner les enjeux liés à l'occupation du domaine public et aux droits fonciers. Le président reconnaît aussi que tout le monde n'a pas été indemnisé. Il y a plusieurs critères chez nous et nous aussi nous le reconnaissons.
Il y a des gens qui avaient déjà été dédommagés au moment où le Mimoto était ministre des TP. J'étais au lycée, je reconnais. Mais ce sont ceux-là qui étaient là où il y a l'Assemblée nationale. Et là où il y a la base, là on a mis le boulevard de la transition. Ceux-là avaient été bel et bien dédommagés. Et bien d'autres en face. On reconnaît que certains ne sont pas partis. Il le reconnaît. Il sait aussi qu'il y a des gens qui n'ont jamais été dédommagés. Il le sait. C'est pourquoi il nous envoie aller travailler, qu'on l'aide véritablement à trouver qui se trouvent dans telle situation. Mais que ceux qui avaient été déjà dédommagés, si malheureusement par la mauvaise foi, ils se retrouvent dans la liste, ils vont faire la prison. Le président de la 5e République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est engagé à se tenir aux côtés de ses compatriotes. Sa visite dans le dit quartier témoigne de sa volonté à trouver une solution, une approche proactive à résoudre de manière inclusive ce challenge. Voilà, Brice Clotaire Oligui Nguema qui reprend donc la main sur cette situation relative au déguerpissement de ces populations de la vallée Sainte-Marie à la suite de l'opération qui avait été menée. Il y a eu évidemment beaucoup d'eau et de salive qui ont coulé pour dénoncer pour certains une situation enclenchée par le gouvernement de la République sans tenir compte de la procédure, sans qu'il y ait eu un avis du tribunal permettant au ministère de l'Équipement de procéder justement à ces cas. Pascal Koulou, en tant qu'acteur politique, le président de la République a entendu évidemment les cris des populations au regard de la situation dans laquelle cette opération a été menée sur le terrain. Ces dizaines de familles qui dorment à la belle étoile. Le porte-parole du collectif vient de reconnaître qu'il y a plusieurs familles qui ont été indemnisées, mais d'autres n'ont jamais été recensées, n'avaient pas été indemnisées. Et le chef de l'État a voulu mettre un visage humain sur la politique sociale du gouvernement par rapport à la situation. Je crois que le chef du gouvernement, il est évident que la nomenclature architecturale d'aujourd'hui fait en sorte que le président se doit de répondre à toutes les situations entre la vie gouvernementale et le citoyen. Comme vous le savez, cette opération de déguerpissement n'a pas connu le protocole que les uns et les autres auraient voulu pour permettre qu'il y ait un délogement humain, respectueux à la fois de ce que nous sommes. Vous savez, l'habitat a un lien étroit avec la vie d'un individu. On ne détruit pas une maison comme si on détruisait, je ne sais pas, comme si on abattait un arbre. Encore que là aussi, dans nos cultures, tout ce qui nous entoure a un lien direct avec notre vie. Le président de la République s'y est rendu à 2 reprises à cet endroit pour à la fois constater de visu que les choses n'avaient pas été bien faites, mais ensuite pour se rendre compte de ce qu'il y a eu un ensemble de méthodes qui ont perduré, lesquelles méthodes ont effectivement conduit à tous les amalgames qu'on a constatés, laissant penser que le chef de l'État avait mis fin à cette volonté de maintenir une gouvernance inclusive. Donc en reprenant, lui, la responsabilité de redéfinir les différentes situations, il revient de noter qu'effectivement que le chef de l'État garde cette posture d'être à la fois le patron, mais également aussi celui dont tous les regards des Gabonais peuvent compter, quelles que soient les situations. Il vient encore de le réaffirmer en prenant celui de conduire un nouveau protocole d'identification aux fins d'assurer à ceux qui ont malheureusement subi les contre-coups d'une opération mal pensée, mal structurée. D'ailleurs, je suis au nombre de ceux qui disent que le président devrait démettre le ministre de l'Habitat, le ministre des TP, parce qu'on ne peut pas engager une telle procédure, sachant bien que le chef de l'État prône l'inclusion. Cette réunion avec les riverains et les personnes impliquées aurait dû se faire bien avant que l'on ne casse leur maison. Arsène Libama, député à l'Assemblée nationale de la
transition. Alors, il avait été évoqué à un moment, justement, aux premières heures chaudes de cette opération de déguerpissement, l'idée par l'Assemblée nationale de peut-être d'aller sur le terrain. D'aucuns, d'ailleurs, avaient dénoncé le fait que l'Assemblée nationale n'avait pas pu mener sur le terrain une mission sur le terrain ou une interpellation par rapport aux membres du gouvernement avant le lancement de cette opération-là. Comment vous réagissez par rapport à cette accélération de l'actualité quand le président de la République va 2 fois sur le terrain, reçoit un collectif, décide de la mise en place d'un comité mixte pour la mise en place de nouvelles mesures d'accompagnement de ces populations? C'est une honte. Je vous dis, c'est une honte. Figurez-vous que les ministres sont passés pour nous dire que tout avait été fait, tout le monde avait été indemnisé, tout se passait dans le meilleur du monde. Et le président vient dire le contraire. Est-ce que c'est sérieux dans la 5e République? Quand le président lui-même nous dit qu'à la 5e République, c'est des nouveaux visages et de nouvelles pratiques. Mais ces pratiques-là, même dans l'ancien temps, on n'avait pas ça. Donc on inaugure la 5e République de la mauvaise manière. Parce que le président doit se déplacer pour des causes humanitaires, en cas de catastrophe. S'il y a une intempérie, une catastrophe, le président peut venir voir les sinistrés. Mais là, c'est une opération du gouvernement dont il est le chef. Ça veut dire que les ministres interviennent sous les instructions du chef du gouvernement, qui est en même temps le président de la République. Parce que nous avons une nouvelle constitution. Nous ne pouvons pas raisonner sur une nouvelle situation sous la base de l'ancienne constitution, nous sommes sous la nouvelle constitution, qui fait du chef de l'État le chef du gouvernement. Ça veut dire les actions que pose le gouvernement sur le terrain, le président lui-même a donné son onction. C'est ça la vérité. Il faut le rappeler. Non, il faut. Je suis à l'Assemblée nationale, c'est nous qui fabriquons la loi. Et je peux ici parler un peu avec autorité sur ce plateau, sur cette question. Nous avons d'abord le projet d'infrastructure d'un boulevard de la transition et d'une cité. Une cité administrative. Ce n'est pas le même projet qu'on avait indemnisé les gens. C'est une cité administrative. Donc quand on crée un nouveau projet, on fait un recensement des populations et l'impact du projet sur les populations. Parce que Maïs, nous ici, était venu nous présenter le ministre de l'Environnement, de l'économie, il était venu nous présenter, en tant que ministre de l'économie, était venu nous présenter ce projet. Donc, sachant la gouvernance passée, on n'aurait plus le temps, de mon point de vue, de faire l'état de lieu du projet précédent. Parce que nous avons un nouveau projet. On ne peut pas s'appuyer pour exécuter un nouveau projet sur un ancien projet. Quand on sait qu'à l'époque, c'était les promesses, c'était les châteaux, on sait au Gabon, quand on indemnisation, on indemnise certains et pas tout le monde. Donc cette situation, là montre à suffisance que le président aujourd'hui est exposé. Parce que pour moi, le président n'avait pas à visiter, ce ne sont pas les sinistrés. C'est une action du gouvernement. Le président a été trompé par ses collaborateurs. Et aujourd'hui, il est question maintenant d'établir les responsabilités des uns et des autres, parce qu'il y a, Pascal peut me témoigner, une décision de justice sur cette affaire. Qui n'a jamais été rendue. Mais oui, je peux prendre un exemple. Si vous connaissez Pierre Dongabogué, grand magistrat de ce pays, directeur général de l'école de la magistrature, sa maison a été détruite, alors qu'elle n'a reçu ni avertissement, ni une peinture rouge pour dire qu'elle était destruction. Ça a été détruit. Et des cas comme ça sont multiples. Donc il fallait, de notre point de vue, si on passe sur le plan humain, on aurait pu regarder des cas par cas. D'accord, on va revenir sur cet aspect. Le constat qui est fait, évidemment, c'est qu'il y a eu beaucoup de confusion, finalement, dans le lancement de cette opération Alain Mangouadi. Évidemment, beaucoup de confusion, puisqu'il y a finalement que sur le terrain,
le gouvernement avait initié de pouvoir réaliser la construction d'une cité administrative depuis plusieurs années déjà, qu'il y a des populations qui avaient été identifiées, recensées, même indemnisées. Il y en a qui étaient partis de ces sites-là pour aller construire ailleurs. Elles ont témoigné, ces populations-là. Il y en a qui sont restées, il y en a qui ont peut-être revendu les terrains ou les habitations. Ensuite, il y a eu d'autres projets, en plus de la cité administrative, l'aménagement du boulevard de la Transition et du bassin versant qui s'est également ajouté. La confusion est née, Alain Mangouadi, du fait de l'irrespect, semble-t-il, des procédures sur le plan judiciaire, puisque dans l'affaire, il y a une donne indispensable, c'est que l'expulsion est ordonnée par le juge et non par le Premier ministre, encore moins par le Président de la République. Bien, merci. Je crois que la première chose à dire, c'est de rappeler que nous sommes dans une nouvelle République avec une nouvelle Constitution. Et cette nouvelle Constitution est claire. C'est le Président de la République qui est le chef du gouvernement. Si une telle décision a été prise, c'est que le Président de la République est responsable de cette décision. Absolument. Parce que des ministres ne peuvent pas l'exécuter tant qu'ils ne se sont pas référés à leur chef. Donc, sur ce plan, le Président de la République est responsable. Maintenant, de ce qu'il a fait, il veut peut-être rattraper le coup. Mais nous pensons que dans toutes les actions qui sont menées, il est nécessaire de respecter la loi. Il y a bien et bien, on dit que les gens qui ont été indemnisés, mais quand on prend, c'est-à-dire la loi d'indemnisation, s'appuie sur la loi 666 du 10 mai 1961. C'est elle qui fixe les critères de réglementaires, disons, en cas d'expropriation, en cas d'utilité, disons, de prise d'un arrêté d'utilité publique. Donc, malheureusement, quand on prend un décret d'utilité publique, on doit préciser les raisons pour lesquelles on prend ce décret. On doit préciser la durée dans laquelle on va régler les préoccupations des personnes qui vivent dans l'environnement qui a été réquisitionné. Et quand les délais sont dépassés, il faut normalement prendre un nouveau décret. C'est la loi qui le dit. La loi est là. Bon, là, on est sur la première opération, Voilà. celle consécutive à la construction de la cité administrative. Donc, on remonte au début des années 90. Voilà. Il faut rappeler, donc, tous les éléments que vous êtes en train de développer avaient été respectés. Ces Gabonais-là, logés dans ces lotissements-là, avaient été recensés, informés, sensibilisés. Pour le deuxième projet, sur l'opération. Malheureusement, le deuxième projet, on ne lui dit pas pour quelle raison on veut faire, on déguerpit ces gens. La loi nous le dit. Le décret d'utilité publique doit dire clairement les raisons pour lesquelles on déguerpit ces personnes. Jusqu'à présent, personne ne le sait. Je n'ai pas vu le décret là, je n'ai pas vu, c'est pas mentionné. Donc il y a un souci. Donc nous pensons que l'administration, le gouvernement doit faire les choses dans le respect des règles, de l'art. Et en ce qui concerne tout ce qui se passe actuellement, on aurait dû faire cela avant, comme l'a dit M. Koulou. Il fallait d'abord recenser les situations dans lesquelles se trouve chaque habitant de cette zone. Est-ce qu'ils ont été dédommagés? Ok, s'ils ont été dédommagés, il y a une liste de personnes qui ont été dédommagées. On la sort, on dit, monsieur, vous avez été dédommagé, donc vous n'avez plus droit à une indemnisation, donc vous partez. On vous laisse 1 mois, 2 mois pour que vous partez. Maintenant, ceux qui n'ont pas été indemnisés, que ce soit ceux qui ont des titres fonciers ou pas, parce que la situation n'est pas la même. Il faut bien que ce travail se fasse et qu'on sache réellement dans quelle situation se trouve chacun des habitants de ces quartiers. Pascal Koulou, est-ce qu'on peut penser un seul instant que ces populations en amont n'aient pas été informées, sachant que durant les 19 mois de la transition, Raymond Donsima a dirigé plusieurs rencontres à la primature avec toutes les parties prenantes, notamment en ce qui concerne les ministères techniques, au fin de pouvoir passer au peigne fin tous les différents éléments qui concourent justement à la mise en place de ce type d'opération-là. Ouais. Je voudrais d'abord commencer par faire une petite réserve. Lorsque M. Libama affirme avec brio que le président de la République, en tant que chef du gouvernement, est responsable. La nomenclature gouvernementale également a des codes. Je n'ai pas dit coupable. S'il vous plaît, la nomenclature gouvernementale a des codes. Le président de la République décide par présentation des dossiers fournis par les ministres. Ce n'est pas lui qui instruit les dossiers. Il décide, il coordonne.
Ça voudrait dire quoi? Si un rapport n'est pas correct et que ce rapport faut lui présenter en fonction de l'objectif recherché, qui est celui de la responsabilité d'assumer les politiques publiques, le président va donner son accord. Et le fait qu'après qu'il se rende compte que les opérations dans leur ordre n'ont pas été bien menées, il reprend la main. C'est une volonté effectivement d'affirmer aujourd'hui que les pratiques, les habitudes ont changé. Parce que dans l'ancien régime, les choses se seraient laissées discuter, comme on dit au quartier, sans qu'il y ait une réaction prompte de l'État pour réparer les torts. Donc revenir sur cette situation, ça veut dire que le président est toujours dans l'inclusivité et qu'il faut, là également, pour rejoindre ce que les uns disent, qu'il faut que les citoyens gabonais eux-mêmes s'approprient les arcades de la loi au fin de mieux se défendre. Je n'incrimine pas leur situation de le salaire parce qu'aujourd'hui, à quoi on a... Je suis au nombre de ceux qui disent que les ministres auraient dû mettre un protocole de déguerpissement progressif, partant du fait de l'information à la rupture du courant, de l'eau, à la fermeture de l'accès au quartier par les policiers, à la fermeture des épiceries, tous ces mécanismes qui auraient mené à ce qu'il y ait effectivement un décompte de ceux qui sont en règle, de ceux qui violent les principes après avoir été indemnisés et de ceux qui, par ignorance, ont été escroqués par des propriétaires qui ont revendu le terrain. Mais on n'en est plus à ça. On en est à la capacité. C'est deux projets. Oui. On fait d'abord l'état des lieux de l'ancien projet avant de mettre en place le nouveau projet. Marcel Ibama. Dans le nouveau projet en tenant compte de ce qui s'est passé dans le passé. Marcel Ibama, c'est 17 projet. On est le 17 juin. N'est pas D'accord. Marcel Ibama. L'ancien projet n'avait pas le boulevard de la transition. D'accord, le 17 juin. On est le 17 juin. La configuration du projet change. Marcel Ibama, on est le 17 juin aujourd'hui. On vient de montrer ce reportage le 16 juin. Donc la veille, le président a reçu ce collectif. Aujourd'hui, on est en train de parler de la mise en place d'un comité mixte qui doit donc pouvoir réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour pouvoir justement procéder à ce que vous êtes en train de dire, recenser ces personnes. C'est la politique politicienne. Il ne faut pas faire le médecin après la mort. On aurait pu éviter ça. Quand les cas se passaient au début, c'était dans toutes les chaînes. La vôtre, comme toutes les chaînes, on aurait pu arrêter ça dès le premier jour. Il y avait la possibilité. C'était en direct. Nous sommes à l'heure du village planétaire. Tous les services d'enseignement étaient au courant. Il n'y a pas mieux renseigné dans ce pays que le président de la République. Il y avait moyen de stopper cette hécatombe. D'accord, donc la solution cette humiliation, cette honte, s'il vous plaît. il y avait les moyens d'arrêter. Ils ne l'ont pas fait. Donc la solution pour vous, c'est de laisser tomber ces Gabonais qui restent sur le bas. Non, le mal est fait, excuse-moi. Les maisons sont rasées de ce marché. On a du mal. Regardez même l'éducation nationale. Vous êtes sûr dans un pays normal qu'on ouvre un internat scolaire en juin? C'est le comble du ridicule. On ouvre un internat scolaire au mois de juin, alors que l'internat, mais c'est lié. Oui, on est d'accord. Mais c'est-à-dire que nous sommes, excusez-moi, la 5e République doit démarrer avec les symboles forts, pas avec des réformettes, ou des loupés, ou des ratés. Bon, que voulez-vous qu'on fasse alors de ces élèves dont les maisons des parents ont été détruites? Ils vont passer le bac dans quelques jours. Selon vous, cette mesure prise par le ministre de l'Éducation nationale d'offrir un espace temporaire à ces enfants afin qu'ils puissent passer leurs examens dans des conditions acceptables n'est pas bonne, c'est ça? Non, c'est se moquer des Gabonais. Je vous le dis, si on s'était aperçu que ça se passait mal, on aurait pu libérer les internats, les stades, un certain nombre de lieux publics pour accueillir les gens. Moi, je suis à l'Assemblée nationale. Ça me fait mal quand je vais à l'Assemblée nationale le matin, quand je quitte l'Assemblée nationale. Ils sont agrippés aux grilles de l'Assemblée nationale. Ils passent la nuit là, sous le soleil et autres, alors que les lieux publics, on aurait pu les orienter. Est-ce que vous pensez qu'un enfant prépare bien le bac s'il est à l'internat et que ses parents dorment et les parents de cet enfant-là dorment? À la belle étoile, il passe quel bac? Marcel Ibama. Est-ce qu'elle est sérénité cet enfant-là? Les parents ont constitué un collectif. Non, je vous dis, le collectif a été reçu par... Ils sont en train de dormir à la belle étoile et vous êtes à l'internat. Bon, la proposition de l'Assemblée nationale, c'est l'enseignant qui vous parle. La proposition de l'Assemblée, c'est laquelle? Mais nous disons, il faut condamner ce qui s'est passé. On a compris. On doit condamner les mauvaises pratiques. D'accord. La 5e République. Il y a une situation qui se pose, comment la résoudre en urgence maintenant, là? Le président a bien fait, il faut saluer ce rattrapage du président de la République pour remettre, comme disent les footballeurs, balle à terre, pour qu'on essaie de regarder cas par cas. Parce que sur le plan de l'outil, le cas n'est pas unique. Il y a ceux qui ont été indemnisés, ceux qui n'ont pas été indemnisés. Il y a ceux qui ont reçu l'argent, qui ont vendu les terrains. Il y a des cas et des cas. Donc il faut maintenant séparer
le bon grain de livret et que chacun soit dans ses droits. D'accord. Celui qu'on n'a pas payé, Oui. qu'on remette son paiement, celui qui a été roulé, celui qui bien sûr que vous voulez aussi bouffer l'État, doublement. Tout ce monde, il faut écrire cette situation. Donc on n'aurait pas pour moi, de mon point de vue, entamer le nouveau projet sans avoir fait un état de lieu, un audit sur la situation précédente. Quand on sait que ceux que nous avons géré avant étaient les adeptes de la gabegie, des adeptes de la fraude, des adeptes de la tromperie. Comme on dit, le pain Thierry, il faut le boire. On est face à une situation. Alain Mangouadi, donc il y a une forme d'accélération justement de la gestion de cette situation en rapport avec ces déguerpissements et l'aménagement de ces 3 projets. Le comité mixte qui doit être mis en place, évidemment, est composé en bonne partie des populations qui souffrent de la situation, celles qui n'ont pas été identifiées, recensées ni indemnisées. Oui, l'État a l'obligation de prendre en compte tout le monde. Parce que si les gens s'installent de manière anarchique, parce que l'État ne fait pas son travail, l'État n'aménage pas les lotissements pour permettre aux Gabonais de se loger. Ça veut donc dire que lorsqu'on s'engage dans un tel projet, on aurait dû prévoir une zone de relogement de toutes ces personnes. Malheureusement, ce n'est pas fait. Je suppose que dans le cadre de la commission qui est mise en place, tous ces paramètres seront pris en compte. C'est-à-dire tenir compte de ceux qui ont été dédommagés dans le cadre du premier projet et ceux qui n'ont pas été dédommagés, prévoir les zones de relogement. C'est-à-dire que tout le monde doit être en branle pour que chaque Gabonais ne se retrouve pas avec de l'argent en main et ne soit pas capable de se reconstruire. Parce que le plus dur, c'est bien d'avoir de l'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, quand certains restaient, ils ont peut-être eu de l'argent, mais ils ont peut-être eu des difficultés à trouver une parcelle bien située, bien aménagée. Donc, je suppose que parmi les solutions vers lesquelles le gouvernement va se déployer, c'est le fait de, bien sûr, trouver les ressources pour permettre à chacun de se reconstruire, mais également de trouver les lieux pour que chacun puisse construire sa nouvelle maison. Pascal Nkoulou, alors nous sommes aux premières heures de cette nouvelle gouvernance souhaitée par Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Il a, depuis le 30 août 2023, essayé d'implémenter une nouvelle donne ayant pour objectif de remettre le Gabon dans le sens de la marche, mais il y a évidemment certaines limites qui ont été observées sur le terrain quant à la mise en application ou la mise en relief de sa pensée. En témoigne donc cette gestion approximative de cette opération de déguerpissement des populations dans la vallée Sainte-Marie. Revenir sur la nécessité pour l'État gabonais de pouvoir respecter évidemment un ensemble de dispositions contenues dans la nouvelle constitution de la République, l'État de droit, à la lumière justement de cette forte actualité en lien avec cette opération de déguerpissement. L'expulsion est ordonnée par le juge. La nécessité pour au Gabon de respecter l'État de droit, l'État n'est pas au-dessus de la loi. Le gouvernement est tenu de promouvoir l'état de droit, donc de le respecter et en conséquence de conduire le citoyen à établir un nouveau rapport avec la loi. Il va de soi que l'exemple doit venir du sommet, c'est évident. De manière générale, cette opération, c'est vrai, elle est à déplorer, mais également, elle prouve par la réaction rapide qu'a eu le président de la République que sa volonté reste de conduire le Gabon vers des horizons d'ouverture de manière générale et d'inclusion de manière permanente. Donc, il faut qu'il y ait une dynamique citoyenne. Moi, je suis de ceux qui pensent et disent qu'il faut que les citoyens apprennent à se défendre. Vous savez, cette opération, même si elle avait été conduite par des outils mécaniques de puissance, des catapillars et tout, une réaction citoyenne prompte aurait pu permettre de la stopper. Malheureusement, et c'est à ce niveau, j'interpelle l'attitude de tous nos compatriotes. Le fait de ne vouloir vivre que pour soi n'a pas beaucoup aidé dans ce qui vient de se passer dans la vallée Sainte-Marie. Parce que je reste persuadé qu'au lieu de s'alarmer, si une réaction citoyenne de ceux qui ont des véhicules avait accepté de stopper les catapillars, la prise en compte, le fait pour le chef de l'État de se rendre compte des réalités et de la mauvaise manière dont l'opération a été menée aurait été beaucoup plus prompte. Or, les gens ont laissé des casses, les gouvernants
les membres du gouvernement qui avaient l'opération n'ont pas suffisamment communiqué, n'ont pas mis en place tous les protocoles qui auraient donné des signaux d'alerte. Ils ont communiqué, mais ils ont mal communiqué. Ah, non. Parce que la communication du président et celle des ministres, c'est le jour et la nuit. Il y a un cratère. Monsieur Libama, je m'exprime. Je disais donc à ce niveau, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va devenir de ces personnes. Et je me fie au compte rendu qui a été fait par la dame qui a dit nous allons nous retrouver pour procéder à un inventaire de toutes les situations. Et ce qui est bien, ce qu'elle a souligné, que ceux qui ont eu des comportements déviants, donc qui ont revendu le terrain, iront en prison. Parce que là aussi, là je m'adresse à M. Marcel Libama, il faut que nous soyons citoyens. Ça veut dire que autant on exige de l'État que l'État se conforme au protocole régulier, autant nous devons encourager l'exécution et le respect de ces protocoles. Aujourd'hui, l'inventaire qui doit être fait va malheureusement conduire encore à quelques interpellations. À ce moment, il ne faudrait pas qu'on dise « Ah, le président Oligui a mis des gens en prison ». Les gens se sont rendus malhonnêtes en rendant des terrains à deux compatriotes. Certains ont perçu l'argent, sont restés sur place. C'est vrai ce que M. Mangodi dit, que la difficulté de trouver une parcelle de terrain, mais nous parlons tout de même de plus de 10 ans de situations qui ont évolué. Pascal Koulou, on va rester sur cette actualité. Ce premier thème de l'émission en rapport avec cette opération de déguerpissement, on rappelle évidemment que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce collectif des déguerpis de la vallée Sainte-Marie pour une séance de travail ce 16 juin 2025. Ils ont pris part le vice-président de la République, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, le gouverneur de la province de l'Estuaire et le délégué spécial de la ville de Libreville. Donc, il a été décidé de la mise en place d'une commission mixte qui permettra de trouver des solutions justes et équitables pour la résolution de cette situation. Mais est-ce que cette autre situation qui prévaut sur le terrain, la présence de quelques acteurs de la société civile, qui constitue, semble-t-il, une mission de facilitation, de médiation auprès de ces populations, pourrait brouiller cette politique mise en relief par le président de la République au regard de ce que ça a créé. Vous le savez, évidemment, vous suivez l'actualité, puisque le Premier ministre, chef du gouvernement ancien, Raymond Donsima, a été pris à partie, nommément cité par ces acteurs de la société civile qui le rendent responsable de ces cas sauvages qui ont eu lieu au niveau de Plénoretti et derrière l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, sur son lit d'hôpital, puisqu'il a dit, il a communiqué sur sa page officielle sur Facebook en disant qu'il est sorti du Gabon pour se faire opérer. Il a tenu à réagir par rapport aux propos qui ont été tenus par les acteurs de la société civile. Il a fait une mise au point, il a surtout dit qu'il va rester en justice. Alors, avant de faire un point sur cette situation, je vous en prie, on va mettre ce courrier après le reportage d'abord, la rubrique reportage. Voilà, la descente sur le terrain, il y a quelques jours, des acteurs de la société civile au chevet des populations, en mission d'évaluation. Ensuite, on revient derrière pour la poursuite du débat. S'asseoir pour échanger avec les personnes déguerpies de l'axe derrière l'Assemblée ancienne Sobraga afin de trouver des solutions et apporter le message du président de la République très attristé par cette situation que vivent une partie de ses compatriotes. C'est ce qui a fait l'objet de cette descente de terrain de ce comité. Notre rôle, c'est de regarder, voir exactement qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il y aura un comité qui reviendra ici demain pour recenser les personnes impactées, ainsi que l'autre côté. Une fois après le recensement, le rapport serait transmis à qui de droit pour voir exactement ce qu'il faut faire. Mais tout ce que le président de la République est en train de faire, c'est pour rendre une ville moderne, que Libreville soit vraiment une ville moderne. C'est un projet que le président Brice Clotaire Oligui est venu trouver. Ce n'est pas un projet que le président Brice Clotaire Oligui est venu initier. Le président de la République, en mandatant ses acteurs majeurs de la société civile, veut prendre en compte tous les paramètres de ce dossier afin de mettre en place des mesures pour soulager ses familles. Il est responsable, le président de la République est un homme responsable, suffisamment informé sur les enjeux, les défis, sur ce qui se passe, et il prendra les mesures qui correspondent, bien sûr, à la nécessité de protéger les Gabonais, parce qu'il est là, c'est son rôle, c'est sa mission.
Des erreurs de communication du ministère en charge du dossier reconnues par le comité de médiation. Des erreurs dans la chaîne de décision. Manifestement, aujourd'hui, il y a beaucoup de douleurs. Les Gabonais sont confrontés à une situation très compliquée. Ils dorment à la belle étoile. La question est comment en est-on arrivé là? Pourquoi en est-on arrivé là? Alors, il y a nécessairement eu des moments où un recensement a eu lieu. Pourquoi le recensement n'a pas pris en compte tout le monde? Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec certains qui ont été recensés et indemnisés et d'autres qui ne l'ont jamais été? Donc c'est que le système et les gouvernements précédents n'ont assurément pas fait leur travail. Aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de ne pas jeter la pierre sur la nouvelle administration, mais plutôt concourir à ce que chaque Gabonais qui est impacté par ce déguerpissement et par cette destruction, c'est une catastrophe, pour que chaque Gabonais recouvre ses droits. Un recensement des personnes déguerpies se fera de ce 14 juin en matinée dans les zones détruites et ce durant 15 jours. Voilà, ce comité composé de certains leaders de la société civile compte tenu donc sa mission sur le terrain, comité de médiation et de facilitation, qui a donc rendu responsable l'ancien Premier ministre Raymond Ndonsima. Justement, l'ancien Premier ministre a tenu à réagir de façon officielle sur sa page Facebook. On va d'ailleurs voir là cette communication de Raymond Ndonsima dans laquelle il fait cette mise au point, dans laquelle il rappelle le processus qui a été mis en relief pour aboutir justement à cette opération de déguerpissement. Raymond Ndonsima qui s'étonne d'être aujourd'hui rendu responsable par quelques acteurs de la société civile de cette opération de déguerpissement, et il a dit qu'à son retour de son hospitalisation, de son opération à l'étranger, eh bien, il va ester en justice ces acteurs de la société civile. Avant qu'on ne continue justement le débat sur ce qui pourrait apparaître aujourd'hui comme une forme de brouille entre la communication officielle et les initiatives officielles qui sont prises par la présidence de la République avec la mise en place de ce comité après que le chef de l'État ait reçu ce collectif de déguerpis de la vallée Sainte-Marie. Et ce comité des acteurs de la société civile dit comité de facilitation et de médiation. Je vous propose d'écouter la réaction de Georges Pagade. C'est la rubrique politique 2.0. Mes chers compatriotes, bonjour. Je suis Georges Pagade, leader de la société civile, chef de la mission de médiation, de facilitation et de pacification mise en place avec l'accord du président de la République et sa bénédiction dans le cadre, n'est-ce pas, des déguerpissements à Libreville. Je tiens d'abord à vous rappeler que selon les normes et les standards internationaux, la société civile participe à la mise en œuvre, au suivi et évaluation des politiques publiques. La société civile est un acteur de la gouvernance mondiale. Il n'y a pas de contradiction à ce que la société civile puisse mener des actions complémentaires à celles du gouvernement. La société civile vient en appui aux politiques publiques et cela se fait dans le monde entier. Toutes les organisations internationales comme multilatérales travaillent en appui aux efforts des États, y compris des organisations non gouvernementales qui appuient. Voilà, c'était donc là un extrait de cette communication faite par Georges Pagade, parce que vous venez d'écouter Georges Pagade qui fait une sorte de mise au point, qui rappelle que le comité dont il est le chef a été mis en place par le président de la République. Alors je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il peut y avoir une forme de brouille entre ce comité représenté par quelques acteurs de la société civile qui se définit comme étant un comité de facilitation et de médiation et le comité mixte qui sera mis en place après que le chef de l'État ait reçu ce 16 juin au palais de la présidence de la République le collectif de déguerpis de la vallée Sainte-Marie. Comment ça va se passer sur le terrain Je crois qu'il faut, puisque nous parlons des codes de la République,
il faut respecter dans le cadre régalien de ce qu'est l'État. C'est vrai que sous le fait de l'émotion et de la tension sociale qui prévalait dans cette zone, les responsables de la société civile se soient rendus sur les lieux et pu servir de déclencheur à la prise d'attache, peut-être que le président a eu à faire après. Mais il faut circonscrire leur capacité à juguler cette situation. Et je pense qu'en regardant l'extrait de l'audience que le président de la République a accordé à la fois aux membres du gouvernement, aux responsables des populations qui assurent dorénavant la concertation avec l'État, on n'a pas vu le comité dirigé par Georges Paga. Ça voudrait simplement dire que dès cet instant, le président a pris sur lui de les sortir de cette situation justement pour éviter de créer de nouveaux amalgames et susceptibles d'aller vers des situations sans fin. Parce que, quoi que l'on dise, ce comité, quelle que soit son efficacité, reste quand même une structure informelle. Or là, on a besoin de personnalités capables de rendre des comptes à tous les niveaux, capables d'assumer les situations telles que les populations vont le leur présenter. Il n'y a pas mieux que le gouvernement, il n'y a pas mieux que ces personnes qui aujourd'hui se sont constituées en comité mixte autour de la plateforme en termes de réflexion mise par le chef de l'État. Donc je crois que la mission de Georges Paga et de ses camarades s'arrête. Marcel Libama, la société civile présente sur le terrain, elle peut servir de relais. Georges Paga rappelait d'ailleurs l'objet qui sous-tend l'action de la société civile sur le terrain. Dans le cas d'espèce, après le coup d'accélération mis par Brice Clotaire Oligui Nguema en recevant le ministre de l'Habitat, le vice-président de la République, le délégué spécial de Libreville, le collectif des déguerpis, pour la mise en place d'un comité mixte. Quid de l'avenir de ce comité de facilitation, de médiation des acteurs de la société civile? Bon, je vais dire tout de suite là, sous le contrôle du délégué général de la CONACYCED, alors là, je ne me reconnais pas du tout dans la société civile de transmission. Ce n'est pas le rôle de la société civile. La société civile n'est pas un courroie de transmission entre les gouvernants et les gouvernés. Nous sommes un contre-pouvoir. Vous nous voyez, nous, syndicats d'éducation nationale, être la courroie de transmission entre le ministre de l'Éducation nationale et les enseignants. Mais la société civile est en train de marcher en ce moment-là sur la tête. Alors c'est le fond qui n'est pas bon, la forme. Mais tout est faux. Tout est faux. Qui est faux? Non. C'est la démarche qui est fausse, ou bien ce qui incarne la démarche? Nous avons plus de 2000 ou 3000 associations. On a une catastrophe humanitaire. La place de la société civile, les ONG, les associations, devaient être aux côtés des sinistrés pour être les porte-voix. Mais c'est ce qu'ils font, non, ils sont sur le terrain. Mais non, mais ils sont les émissaires. Du chef de l'État. Les émissaires des responsables de cette catastrophe. On peut être l'émissaire des bourreaux. Il y a la responsabilité, je vous le dis. Cette opération a été diligentée par le gouvernement de la République. Et je peux vous assurer, je vais dédouaner le Premier ministre, l'ancien, Raymond Domsima. S'il était Premier ministre, je peux vous assurer, on n'aurait pas vu ça. Parce que sur le plan humain, il est très sensible. Je parle sous le contrôle de Mangwadi. Lorsque nous luttions pour les enseignants du pré-primaire pour avoir des postes budgétaires, nous avons pour ministre Mundunga, Séraphin, intransigeant. Il descendait de son bureau au 2 décembre pour venir nous retrouver, pour trouver des solutions. Il ne laissait jamais. Il n'aurait pas pu laisser de telles casses. La connaissance personnelle que j'ai de l'homme, je vous dis, si Raymond Domsima était toujours Premier ministre, on n'aurait pas assisté à tout ce que nous avons assisté. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. Il y a un Mangwadi à qui on va passer la parole. Pour moi, je vous le dis honnêtement, la société civile là n'est pas dans son rôle. Son rôle doit être aux côtés des sinistrés. Il devait amener de l'eau, et il devait amener une assistance juridique, il devait amener une assistance psychologique, il devait amener tout
tout un environnement, tout un écosystème pour que la voix des sans-voix parvienne au chef de l'État, mais pas aller prendre la voix du chef du gouvernement. Parce que là, je vais insister sur le chef du gouvernement et apporter ça pour être joué maintenant les intermédiaires, pour jouer maintenant les casques bleus, pour jouer maintenant, pour porter maintenant le drapeau blanc entre les deux camps. C'est pas le rôle de la société civile. Ils ont outrepassé leur rôle de la société civile. Ils doivent se mettre aux côtés des opprimés, pas aux côtés de ceux qui oppriment. Allez, Mangwadi, alors est-ce que vous estimez vous aussi que là, ces acteurs de la société civile sont en train de marcher à côté de leurs chaussures, sont complètement hors sujet? Je veux d'abord rappeler que la transition est terminée. Je rappelle que le président de la République a des collaborateurs qu'il a nommés ou qu'il est en train de nommer. Et qu'un acteur de la société civile doit être une sorte d'arbitre. Se mettre au juste milieu. Demander une enquête, c'est tout à fait normal. Pour savoir qui est le responsable de la situation. Et non de condamner par anticipation. Parce que j'ai l'impression, quand j'écoute les discours, que le Premier ministre Raymond Noxima a été désigné comme coupable. Non. Sinon, vous avez mené l'enquête et vous avez trouvé votre coupable. Il devait plutôt demander qu'une enquête soit menée de manière neutre et que les responsabilités soient clairement établies. Qu'on sache qui a été à l'origine. Est-ce que c'est le président qui a instruit? Ou ce sont les collaborateurs qui ont mal interprété l'instruction du président? Qu'on le sache et que les responsables soient clairement sanctionnés. Arrêtons, sortons de ces pratiques qui datent. Parce que tout le monde était porte-parole de tout le monde. Tout le monde allait parler au nom du président de la République. Tout le monde faisait tout au nom du président de la République. Nous avons choisi de changer nos pratiques et nos attitudes. Donc, un acteur de la société civile, sauf si le président veut faire de lui son porte-parole, il le nomme comme porte-parole. En ce moment, il parlera au nom du président de la République. Pas société civile. Pas société civile. Et lorsqu'on ne se sent plus à l'aise dans la société civile, on démissionne, on va en politique. Je crois que nous sommes au moment du renouveau de la classe politique. Merci en ce beaucoup. moment, ils peuvent temporairement aller en politique. Merci Alain Mangwadi pour cette belle transition. Vous venez de parler évidemment de politique et c'est le dernier point de notre émission. Rapidement, avant qu'on mette un terme à cette émission, la politique, le mois de septembre prochain, évidemment, organisation des élections jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale et élections locales. Il y a un fort débat soulevé il y a quelques jours par certains acteurs politiques, dont Jean-Valentin Leyama et d'autres qui s'interrogent aujourd'hui sur la capacité du président Brice Clotaire Oligui Nguema, Pascal Koulou, à créer un parti politique. Semble-t-il, il y a des dispositions du code électoral, notamment le point 3 de l'article 82, qui empêcherait Brice Clotaire Oligui Nguema, en tant que président de la République, de pouvoir créer un parti politique. Pourquoi toute cette agitation autour de la création de ce futur parti politique, si jamais, évidemment, Brice Clotaire Oligui Nguema nourrit l'ambition d'avoir un appareil politique? Écoutez, le principe de l'interprétation d'un texte renvoie à tous les dérapages possibles. Et dans le cas précis, l'interprétation est faite sur la différence de la sémantique. Il y a une différence importante entre adhérer et créer, premièrement. Et ensuite, il y a l'objet. Toute loi vise à encadrer un contexte bien spécifique. Lorsqu'on s'en tient à ce qu'on appelle souvent l'esprit de la loi et la lettre, on peut comprendre à ce moment qu'est-ce qui amène à ce qu'une loi soit promulguée pour être appliquée dans un champ pour le réglementer de manière spécifique. Et lorsqu'on s'étale pour examiner la nomenclature de lois, il y a des lois d'ordre général, il y a des lois d'ordre spécifique. Il se trouve que dans la lecture de cette disposition de l'article 82, il est dit que tout élu indépendant ne peut pas adhérer à un parti politique. Lorsque l'on en vient donc à prendre cette partie de la déclaration de la loi du code électoral, et qu'on veuille l'appliquer sur le fait que le président de la République pourrait créer un parti politique et que cette disposition le lui interdit, il faut donc à ce moment-là s'en tenir au contexte. Le contexte, c'est pourquoi cette disposition a été élaborée et appliquée. Le contexte est simple. Tout le monde se souvient qu'aux premières heures du retour à la démocratie, il y avait un phénomène de débauchage des cadres politiques
qui avaient obtenu des mandats dans des petites formations politiques au profit du grand PDG. Cette situation, non seulement faussait les équilibres dans les institutions, mais en plus, des personnalités avisées comme M. Ogonjo Okawe avaient souhaité qu'il y ait un mécanisme de confiscation de l'élu pour le maintenir dans son parti. La première avancée a été de faire en sorte que si vous êtes membre d'un parti et que pour des raisons quelles qu'elles soient, le parti décide de vous exclure, vous perdiez automatiquement votre mandat. Il y a eu une évolution aujourd'hui où, même si vous êtes en rupture de banc avec votre formation politique, on considère que le parti est le fait du peuple. Donc, vous restez assiégé à l'Assemblée nationale sans plus avoir de lien avec votre parti. Vous voyez, voilà les dispositions et le contexte qui permet, à l'aune de l'avantage d'avoir des lois, de savoir exactement est-ce que le président peut, oui ou non, créer un parti. La première chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que lorsqu'un président est élu, lorsqu'un citoyen est élu président de la République, même s'il a son parti politique, il n'en assume pas l'administration. Parce que les dispositions réglementaires font en sorte que le président n'exerce aucune autre fonction en dehors de la fonction de président de la République. Donc, ça veut dire quoi? C'est important parce qu'aujourd'hui, le débat qui court est un débat qui crée des confusions. Le président de la République peut créer son parti parce qu'il ne trouble aucun équilibre. L'objet de la loi, c'était de maintenir les équilibres dans les institutions. Aujourd'hui, si le président crée son parti, quel est le niveau d'équilibre au sein des institutions qui va être bouleversé? Alors, il n'y en a pas. D'accord, avant de vous passer la parole, Marcel Libama, peut-être recourir à cet éclairage d'un avocat. Il s'agit de Amos Bakagapea, qui est avocat au barreau de Paris, qui également s'est invité dans ce débat en commettant un post sur sa page Facebook. Il dispose, il dit, et créer un parti n'est pas, il dit l'article 82 interdit clairement l'adhésion à un parti existant, mais il ne dit rien de la création d'un parti nouveau. Or, d'un point de vue juridique, créer un parti est un acte fondateur, une initiative politique indépendante et non une soumission à une idéologie ou à une structure préexistante. Il n'y a donc pas lieu d'entendre par analogie une interdiction claire à un comportement différent sans texte exprès. Ce serait contraire au principe d'interprétation stricte des dispositions restrictives de droit. C'est le droit, le droit. C'est de l'enfumage. Non, c'est le droit, c'est pas l'enfumage. C'est le droit, c'est un spécialiste de questions juridiques qui parle. C'est le droit. Excusez, les propos que vient de viser par Pascal ressemblent un peu à la poudre de perlimpinpin. Je veux vous dire, la loi, elle se fabrique à l'Assemblée nationale. Et c'est là où je suis. Oui, l'Assemblée nationale, d'accord. Avec tout le respect que j'ai pour l'Assemblée. Est-ce que vous savez, l'esprit du texte de cet article... Ressortons-nous cet esprit. Mais oui, c'est de lutter contre l'escroquerie politique. C'est de lutter contre la transhumance. C'est de lutter contre la transhumance politique. Cette pratique de passage opportuniste d'un camp d'élus et d'un camp politique à l'autre. Et c'est souvent perçu comme une trahison de l'électorat. Moi, Marcel Libama, je vais à Franceville. Je peux me faire élire comme indépendant. Ou je peux me lire comme PDGiste. Ou je peux me lire. Et quand j'arrive à l'Assemblée nationale, je mue. Je deviens autre chose. La politique aussi a l'éthique. La politique aussi a la morale. Non, on est d'abord sur les aspects juridiques avant d'aller sur les aspects éthiques et moraux. Le juridique s'inscrit sur l'esprit. Oui, est-ce que sur le plan juridique, en prenant cet article-là, voulait éviter... N'ajoutez pas la confusion à la confusion, Marcel Libama. Je suis d'abord sur les questions, sur le principe de droit. Personne ne s'appesantit sur l'esprit du texte. Et je vous le dis, il vise deux choses. Lutter contre l'escroquerie politique. Ça, c'est la conséquence. Et non, c'est pas la conséquence, c'est l'esprit. C'est la conséquence. Ça, c'est la conséquence. C'est la problématique, c'est cette problématique-là qui vous amène à écrire cet article-là. C'est la conséquence. Sur le plan de droit, sur le plan juridique, est-ce qu'un indépendant a la possibilité, le droit de créer un parti? Non, je dans cet enfumage juridique. Vous ne pouvez pas... Mais c'est bien sûr. Un député qui décrit un texte comme étant de l'enfumage? Non.
Non, c'est vos propos qui sont de l'enfumage. Et je vais vous dire, ce n'est pas un texte juridique. Je vais vous dire, soyons sérieux. Un parti politique, il fonctionne avec des militants. Oui. Ce sont les militants qui prennent les grandes comme les petites décisions. Ce sont les militants qui élisent les responsables du parti politique. Donc, créer et adhérer sont les deux faces d'une même pièce. Vous pouvez créer, monsieur le maire, mais monsieur, vous pouvez préparer une maison, vous pouvez préparer la nourriture, vous pouvez faire que d'autres personnes puissent manger, puissent dormir, et vous-même, vous n'êtes pas dedans. Non, c'est vicieux. Soyons sérieux. Je ne connais pas au monde quelqu'un qui a voulu créer un parti pour ne pas être membre. Je ne connais pas quelqu'un qui a voulu créer un syndicat pour ne pas être membre. Je ne connais pas quelqu'un qui a voulu créer une association pour ne pas être membre lui-même, pour ne pas adhérer. On va écouter Alain Mangouadi. Vous pensez quelque chose que vous n'adhérez pas. D'accord. Je crois que l'article 2 de cette loi organique précise clairement que la présente loi organique s'applique à l'élection du président de la République, à l'élection des députés et à l'élection des sénateurs. Donc de tous les... Nous ne visons personne. De toutes les élections. Nous ne visons personne. Si tu es élu indépendant, tu ne peux pas adhérer à un parti. Le président de la République a été élu à 80... Tu ne peux pas créer un parti. Mais vous ne pouvez pas créer un parti. Vous ne pouvez pas créer un parti sans adhérer. Non, c'est pas possible. C'est incohérent. Vous êtes le premier militant du parti quand vous le créez. Bien sûr, vous avez la carte numéro 001. C'est votre nom qui va au ministère de l'Intérieur. Voilà. Comme membre fondateur de ce parti. Donc le président a été élu par 94% des Gabonais en tant qu'indépendant. Et en plus, il n'a pas besoin d'une majorité au Parlement. Puisque parce qu'en fait, les gens se disent qu'il doit créer un parti pour pouvoir avoir la majorité au Parlement. Sauf que nous sommes dans un régime présidentiel, où le président a tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il peut légiférer, ok? Il peut, à un moment, quand le Parlement bloque, dissoudre le Parlement au moins une fois. Donc il n'a pas besoin d'une majorité. Il peut diriger dans la position dans laquelle il est en tant qu'indépendant. Tout le monde le sait. Et moi je pense qu'il faut qu'on reste dans le respect des textes. La loi a été votée. Tous ceux qui étaient là-bas, qui démissionnent des partis politiques, savaient que cette loi a été écrite comme cela. Mais ce sont eux qui démissionnent pour aller adhérer à un parti qui n'existe pas encore. Non. Le président ne peut pas créer ni adhérer. Il peut créer peut-être, mais il ne peut pas créer un parti dans lequel il ne peut pas adhérer. Pascal. Non, mais je crois que autant M. Libama et M. Mambouadi interprètent parfaitement l'esprit de la loi, autant ils se fourvoient. La question est simple. L'esprit de la loi vise à maintenir les équilibres. Soyons cohérents avec nous-mêmes. En quoi créer un parti bouleverse les équilibres dans les institutions? En quoi? On devient partisan. Non, on est partisan. Est-ce que vous permettez? Non, il faut qu'il aille au bout de sa pensée. S'il vous plaît. Je ne peux pas terminer mon développement. Je ne vais pas terminer mon développement. Première question. En quoi créer un parti bouleverse les équilibres dans des assemblées locales et nationales? En quoi? Deuxième chose, lorsque le président exerce la fonction présidentielle, le président n'administre pas le parti aura un premier responsable qui répondra de tous les actifs du parti devant la loi. On a eu Omar Bongo, président de la République, président du PDG. Chaque fois que le PDG avait un problème, c'était Omar Bongo qui était là-bas. C'est le secrétaire général du parti. Donc, soyons cohérents avec nous-mêmes. Et deuxièmement, la transhumance. Vous parlez de l'offre politique. Le président a fait une offre en tant qu'indépendant aux Gabonais, qui massivement y ont adhéré. Mais comment voulez-vous empêcher qu'il formalise et structure cette offre en mettant des relais politiques sur le terrain? Il n'a pas besoin de ça. C'est d'une incohérence terrible. Parce qu'il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Il y a l'actif que vise la loi, gérer les équilibres dans les institutions, donc les assemblées locales et l'Assemblée nationale. Et il y a la structuration des partis politiques qui se fait en dehors de ces institutions. L'esprit de la loi ici, c'est empêcher que vous soyez élu sur un label et vous adhérez sur un autre. Alors que le président ne change ni de label, ni de nouvelles étiquettes. On va faire un dernier tour de table après de mettre un terme à l'émission. Ce sera aussi votre conclusion. Ce sera également votre conclusion, Marcel Eba. Oui, je ne suis pas sûr. Nous ne visons pas quelqu'un, nous sommes sur la loi. Je veux qu'on soit clair. Je ne parle pas du président actuel ou d'autres. Je parle de la loi. Et je veux vous dire, sortons du kounabélisme.
voyons les choses en face. Je commence par un problème chez nous. Chez nous, on dit que quand vous voyez quelqu'un les selles quelque part, ne posez pas la question qui a pissé. C'est la même personne qui a fait les selles qui a pissé. Et je voudrais dire que je prends la loi sur les partis politiques du Maroc. Comparaison n'est pas raison. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que lorsque, au Maroc, vous voulez légaliser un parti, il faudrait que, lors du congrès, il y ait la signature au moins de 3000 membres congressistes. Vous savez que nous, les partis politiques ici, là, ils ont les membres. Mais quand il y a le parti, les membres du fichier qui se trouve à ministère de l'Intérieur ne sont pas présents au niveau du congrès constitutif. Au Maroc, on va vous demander au moins 3000 membres parmi vos adhérents que vous avez déposés au ministère de l'Intérieur qui sont dans le procès verbal. Est-ce que vous pensez qu'on va accréditer ou légitimer un parti? C'est maintenant 9000. Hein. Oui, ou un parti où parmi les membres, il n'y a pas le créateur. C'est suspect. C'est une barbouze. Ça veut dire qu'il a une intelligence, peut-être avec des puissances étrangères, il ne peut pas se montrer. Non, il faut de la lumière. On ne peut pas cacher la lumière dans le boisseau. Si vous créez un parti, mettez-vous au devant. Et je résume ce que je suis en train de dire. Un parti politique, comme un syndicat, comme une association, fonctionne avec ses militants, fonctionne avec ses membres. Ceux qui prennent les grandes, les petites décisions, ceux qui décident du directoire de leur parti politique. Donc, si quelqu'un accepte de créer un parti politique, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne faut pas jouer au chat et à la souris. Allez, Mangwadi. Ce n'est pas de la figuration. En guise de conclusion. Juste rappeler que nous avons fait des textes et nous avons l'obligation de les respecter et de sur quoi les plus hautes autorités ont également ce devoir de promouvoir et de respecter ces textes. Nous avons voté une constitution qui dit clairement que le président de la République est le chef du gouvernement, le chef de l'administration, le chef de tout ce qu'il y a à faire, et il a tous les pouvoirs, que ce soit législatifs et autres. Il n'a pas besoin d'avoir une majorité au Parlement. Il peut gérer le pays sans cette majorité. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de censure. Il n'y a plus de censure, c'est-à-dire qu'il n'est plus comptable devant le Parlement. C'est souvent quand il est comptable devant le Parlement qu'il se bat à avoir une majorité au Parlement pour éviter cette censure. Donc le président ne devrait avoir peur de rien du tout. Qu'il continue à gouverner le pays comme il est, et ceux qui veulent créer leur parti politique, qu'ils créent leur parti politique, et le reste, nous irons sur le terrain politique. Pascal Koulou. Je crois que nous faisons des glissements extrêmes. L'objet ici ne porte pas sur la régulation, le fonctionnement des partis politiques. Lorsque vous êtes élu, l'objet qui concerne le président actuel, c'est la création du parti. Donc il y a deux niveaux d'interprétation. Marcel, non, on parle de la création. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez personnifier. Marcel Ibama, vous avez conclu. Vous avez conclu. Non, sur le président actuel, ça n'a rien à voir. Moi, je suis l'article 83. C'est bon, les 82, l'article 82. Parce qu'il y a des glissements qui peuvent nous faire croire que nous sommes contre. Non, on vous a compris. Non, vous ne parlez pas du président. D'accord. Oui. L'article 83. Je veux que ça soit clair. L'article 82, d'accord. Il faut que ça soit clair. Oui, c'est bon. Il parle du président. Je ne sais pas si c'est aussi un émissaire ou une courroie de transmission du président de la République. Je crois qu'autant vous dites qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche en cachant pour espérer dire des choses qui ne sont pas. Nous parlons de ce cas précis parce que le président de la République y est impliqué. C'est ça aussi la vérité. Bon, parce que je connais la façon officielle le président de la République pas créer un parti politique. Je dis ce cas pourrait s'adresser. On prête des intentions au chef de l'État de créer un parti. C'est pour ça que je dis ce cas pourrait s'adresser au président s'il envisage créer un parti politique. Donc le débat autour d'une éventualité devient beaucoup plus cohérent. S'il vous plaît, non, on va le débat autour. Mais Pascal conclut, c'est bon. Tout et n'importe quoi. On ne pas dit ça. Oui, mais c'est bon, c'est bon. D'accord. Je suis certain que on vous a écouté. Je suis certain que ce débat n'aurait eu aucune valeur s'il n'y avait pas une possibilité que le chef d'État actuel envisage créer son parti. Donc je dis, l'objet n'est pas à la création du parti. L'objet de la loi, telle qu'elle s'interprète et s'exécute, concerne ceux qui, élus avec un mandat, choisissent de s'en départir pour se soumettre aux orientations idéologiques et à la gouvernance définie par d'autres cadres. Aujourd'hui, si, dans le cas du Gabon, puisque vous ne voulez pas qu'on cite le président Oligui, dans le cas du Gabon, si le président en exercice, élu sous le label indépendant, crée son parti, premièrement,
ça ne concerne pas directement le fait qu'il pourrait avoir la majorité, ça ne concerne pas directement le fait qu'il va influencer les équilibres dans les institutions. Absolument pas. La loi pour maintenir les équilibres dans chaque institution est claire. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut souhaiter, c'est que le président a besoin d'un outil politique parce que... Il n'a pas besoin. S'il vous plaît. Il a été président à 95, il n'a pas besoin d'outils politiques. Attendez. Il n'a pas besoin d'outils politiques. Il a été élu à 95 sans outils politiques. Je peux m'expliquer. Non, mais tout à l'heure, nous avons la conclusion. Si vous ne pas quoi, il n'a pas besoin d'outils politiques. Il était président à 95, il n'a pas besoin d'outils politiques. Mais laissez Pascal Koulou terminer, s'il vous plaît. Mais non, il ne faut pas qu'il n'importe quoi. Quel outil? C'est ça, pensée. Monsieur Libama. Quel outil? Monsieur Libama. Il n'a pas besoin d'outils. Mais ça, c'est vous, selon vous. Ça, c'est selon vous. Monsieur Mangani nous a bien dit, il n'a pas d'outils. Le principe démocratique. Mais vous n'êtes pas des oracles, Mangani, et vous, si je vous en prie. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion, que je puisse l'exprimer. D'accord. C'est ça, non? Je dis donc, le président de la République a besoin d'un outil politique. Et je vous prends un exemple simple pour terminer. Vous savez la situation de Penorotti. Si le président avait eu des relais qui ne sont pas des relais d'État, mais des relais politiques qui sont des mécanismes sociaux d'alerte, cette situation aurait été plus vite contenue. D'accord, merci beaucoup Pascal Koulou. On va poursuivre sur cette actualité jeudi prochain dans le cadre de l'émission Ligne de Mire. J'espère que vous serez disponibles, Marcel Libama et Alain Mangoni, pour poursuivre justement cet échange autour de ce point qui fait évidemment l'actualité dans notre pays. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Télé Africa.